On va terminer cette session avec une synthèse de la journée, avec une intervenante qui n'aura pas de slide, donc on n'aura pas de problème de machine. Donc je vous invite à applaudir Anne-Sophie Novelle, qui travaille sur ces questions en résonance avec ces questions, qui va vous offrir un éclairage particulier. Je la laisse introduire sa perspective et d'où elle vient pour finalement synthétiser, faire une synthèse créative de ce qui a été offert durant la journée. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui. J'ai appris plein de choses très intéressantes dont j'avais déjà entendu parler un petit peu avant. J'ai pu mettre des visages sur des projets dont j'avais déjà entendu parler. Et on m'a en effet demandé de faire une synthèse créative et la conclusion de la journée. Et quand les équipes de Lyft m'ont fait appel il y a 3 mois pour me demander de venir faire ça, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et je me suis interrogée. Pourquoi est-ce qu'ils me font appel ? Première raison, est-ce en raison de mon parcours atypique ? Parce que j'ai fait une thèse d'économie sur l'économie du terrorisme. Et pendant 5 ans, j'ai été financée par la Délégation générale aux armements pour m'intéresser à ceux qui bidouillent des bombes pour essayer de changer le monde. Enfin voilà, c'est ce qu'ils essayent de faire. Est-ce qu'ils m'ont fait appel en raison de mes activités de journaliste et d'auteur, où je travaille beaucoup sur les questions de développement durable, d'innovation sociale, d'économie collaborative, et je travaille aussi sur des questions d'obsolescence programmée, par exemple pour le Conseil économique et social européen. Et dernière option, est-ce qu'ils m'ont fait appel parce que je suis une femme, que je suis blonde et qu'il fallait rétablir la parité ? Merci messieurs. Blague à part, synthèse et conclusion de la journée, qui n'est pas un exercice facile, mais il y a 3 jours, j'étais en train d'y réfléchir avec mon ami, mon conjoint. On était en train de se balader dans le bois de Vincennes, et je lui disais, dis donc, il y a un sujet qui monte en ce moment, et on en parle beaucoup depuis quelques temps, c'est l'impression 3D, les découpeuses laser, j'ai pu écrire un petit peu là-dessus, mais faire une synthèse créative sur un tel sujet, sur quoi je pourrais démarrer. Et il me dit, en fait, je viens de finir un ouvrage passionnant, qui a été écrit par l'anthropologue Pascal Pic, qui est aussi enseignant au Collège de France, et qui vient de signer un livre qui s'appelle de Darwin à Lévi-Strauss, que je n'ai pas lu, mais mon conjoint me disait, en fait, c'est intéressant parce qu'il reprend en fait, les grands âges de l'esprit humain. Et donc, j'avais envie de partir là-dessus pour commencer ma synthèse. Le premier âge, en fait, c'est situé entre 2 millions d'années et 100 millions d'années. C'est l'âge des hommes. En fait, il y a plusieurs homos qui se sont côtoyés. Il ne parlait pas de mariage pour tous, mais à l'époque, on avait l'homme de Florès, l'homme de Néandertal, l'homo sapiens. C'est là qu'ils ont inventé ils ont su apprendre à faire du feu, qu'ils ont commencé à utiliser certains outils, qu'ils ont pris conscience de leur capacité à changer le monde, à modifier les matières. Et cet âge a été suivi par un âge qui a commencé donc de 100 000 ans à 12 000 ans, qui était l'âge de l'homo sapiens. L'homo sapiens est resté seul, et c'est là où il a commencé à travailler d'autres matières, l'os, l'ivoire, à inventer d'autres outils, mais aussi à commencer à faire des peintures rupestres, dont on a encore des témoignages dans certaines grottes en France ou beaucoup en Espagne par exemple, la musique également, ou d'autres créations de ce type. Troisième âge, que décrit toujours Pic, c'est situé entre 10 000 ans et, je reprends mes notes, pour être sûre de ne pas me tromper, 10 000 ans à, bien sûr, 1492, qui est l'âge de l'agriculture, de la sédentarisation. Donc, on a vu les premières villes, les premières civilisations, la verticalisation de la société, les premières religions également. On a domestiqué le cheval et on a pu ainsi échanger de manière plus large avec le monde. 1492, 1859, quatrième étape dans lequel on va découvrir les Amériques, le Nouveau Monde, la Renaissance, la naissance de l'imprimerie, des premiers journaux. On envoie des signaux de plus en plus loin, avec les télégraphes, bien entendu, les pigeons voyageurs, et c'est là aussi qu'on commence à voir apparaître les moulins hydrauliques, ce qui va préfigurer aussi de l'usage des énergies renouvelables. Cinquième âge, 1859, première révolution industrielle, l'âge en fait, du charbon, du chemin de fer, la mécanisation du monde, l'apparition du progrès, première démocratie, mais aussi
plusieurs grands conflits, c'est-à-dire que dans l'âge précédent, on avait vu par exemple les premiers conflits, mais aussi une mondialisation des maladies. Là, ça va croissant, et donc à côté des premières démocraties apparaissent aussi le colonialisme et les deux, bien sûr, grands conflits mondiaux auxquels on a assisté. Sixième âge, la deuxième révolution industrielle, et Pick la situe entre 1959 et aujourd'hui, où bien entendu, on a vu apparaître l'électricité, la chimie, l'usage du pétrole à grande échelle, l'hyperconsommation, l'uniformisation du monde, la disparition de peuples autochtones, et la destruction aussi du monde, avec les problèmes auxquels on fait face aujourd'hui, notamment sur les ressources, dont l'écologie est un sujet qui monte aussi depuis ces années-là. Et Pick s'arrête là. Et moi, je suis persuadée, en fait, qu'on est en train de vivre une troisième révolution industrielle. Je ne suis pas la seule, hein, rassurez-vous, moi je suis une humble journaliste, mais Jérémy Rifkin, qui en parle très bien, et l'apparition d'Internet, bien entendu, à la fin des années 90, nous a appris à échanger beaucoup plus largement, à prendre la parole. Aujourd'hui, on sait partager plus que de l'information dans cette société de la connaissance, où on apprend maintenant à échanger des biens, des services, des compétences. On parle d'économie du partage. Et quand on a écrit la co-révolution, Vive la co-révolution, avec mon co-auteur Stéphane Rio, c'est parce qu'on sentait monter ça aussi, c'était en 2009-2010 qu'on a commencé à s'intéresser à tout ça, à se dire finalement, Internet est vraiment rentré dans nos mœurs et on a maintenant une mentalité 2.0. Et comme le dirait Michel Serres, petite poussette qui est énormément citée, cette petite poussette qui tient dans sa main l'ensemble du monde parce qu'elle est toujours connectée, ou Joël de René, avec qui j'échange très fréquemment et qui lui parle beaucoup de société fluide. Et donc cette société est en marche aujourd'hui. Et dans la co-révolution, Pick parle de co-évolution, nous parlions vraiment de co-révolution pour faire référence justement au côté subversif et complètement disruptif de ces innovations. Et ben, on se rend compte finalement que le citoyen se réapproprie beaucoup de choses. Alors on l'a vu dans l'ensemble des présentations qui ont été faites jusqu'à maintenant. Il se réapproprie donc l'information, la capacité d'agir, il se réapproprie l'espace public et il va peser de manière plus forte aussi sur sa capacité à faire société civile et à faire société tout simplement. Et donc dans la co-révolution, on expliquait à quel point les ONG, les organisations non gouvernementales, se retrouvent renforcées face à des entreprises et que finalement, les positions de sœurs ennemies qu'ils tenaient depuis toujours étaient maintenant en train d'évoluer vers des positions où on était de plus en plus dans la collaboration. Et ça, c'est un effet très bénéfique du numérique, poussé aussi par les crises économiques, financières et sociales dans lesquelles on est plongé aujourd'hui depuis 2008 et l'accroissement qui a été engendré par la crise des subprimes. On expliquait aussi dans la co-révolution à quel point le pouvoir du collaboratif et du partage modifiait la façon dont les entreprises travaillent entre elles aujourd'hui à faire ce que les Américains appellent la collaboration radicale, qu'on peut traduire par coopération essentielle, et à se dire face à un enjeu, face aux enjeux du siècle auxquels on fait face aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de passer d'une posture de compétition à une posture de coopétition où on va aller plus loin qu'auparavant et essayer de travailler ensemble, non plus sur une valeur ajoutée transactionnelle, mais sur une vision qui nous permettra de répondre et d'avoir une vraie politique responsable. Et on terminait par bien sûr expliquer que l'entreprise ne pouvait pas seulement changer avec ses parties prenantes, mais qu'elle devait aussi profondément changer dans son ADN et la façon dont elle a hiérarchisé pendant très longtemps les rapports humains en interne doit maintenant s'horizontaliser, se latéraliser, comme dirait Rifkin. Voilà. Et donc, les postures de manager sont amenées à évoluer et donc on doit de plus en plus avoir une approche de facilitation dans les rapports humains. Bien entendu, cette révolution se traduit, et on l'a vu encore avec la dernière présentation tout de suite, avec des apports très intéressants au niveau de la façon dont on peut faire de la politique, dans la façon dont la démocratie participative, et on va en entendre beaucoup parler en France ces temps-ci avec les élections municipales, il y a de nombreux outils numériques qui se sont créés justement pour nous permettre de mieux prendre la parole et de se réapproprier le pouvoir qui est malheureusement assez souvent dénigré, et pour cause, on comprend, mais on peut aussi aujourd'hui essayer d'inventer une nouvelle façon de faire politique, et les syndicats peuvent aussi s'inspirer de cette nouvelle méthode du collaboratif.
Ce qui m'a intéressé dans l'esquisse du progrès de l'esprit humain utilisé par Pick, c'est que toutes les innovations et tous les basculements se font de manière de plus en plus rapprochée. Vous vous souvenez, la première époque, c'était 2 millions d'années, 100 000 ans. Après 100 000 ans, 12 000. 12 000, 1492. Et de plus en plus, les périodes se rétrécissent. Et donc, il y a une réflexion qu'on peut se poser, il me semble, par rapport à ça, et notamment dans le contexte d'urgence dans lequel on est aujourd'hui, avec ce temps qui s'accélère en permanence et les enjeux auxquels on doit répondre en peu de temps. Je ne vais pas vous faire un dessin, notamment sur la situation écologique du monde dans lequel on est. Mais finalement, je me pose la question parfois si nous ne disposons pas déjà de toutes les solutions et de toutes les techniques qui nous permettraient de répondre aux problèmes auxquels on fait face. Et Pick dit un petit peu la même chose en disant finalement, ce ne sont pas les techniques qui changent le monde, mais les connaissances et les représentations du monde. Donc c'est une première question que je voulais poser sur cette représentation du monde. Et il explique aussi que finalement, quand on veut changer la société, et qui était un petit peu le thème, il me semble même au cœur du thème qu'on abordait aujourd'hui à LIFT, quand on veut changer la société, ce n'est pas tout d'inventer, mais il faut aussi intégrer ce qui existe dans une nouvelle représentation du monde. Et c'est vraiment ça qui se pose aujourd'hui. Mais ce qui me rassure, c'est que dans toutes les personnes que je peux rencontrer qui travaillent sur l'open source, sur le collaboratif, sur l'économie du partage, bien souvent, ils ont intégré dans leur ADN ces valeurs aujourd'hui du XXIe siècle avec cette envie de dire on a longtemps été bercé dans ce discours d'urgence où la planète va mal et aujourd'hui, on est dans cette phase où on va faire. C'est un petit peu ce que disait Marie-Noéline tout à l'heure en disant on ne nous demande pas d'être parfait, on nous demande juste de faire. Et ces générations sont toujours dans un processus d'essai et d'erreur. Et tant pis si on se plante, on va continuer à avancer parce qu'on sait qu'on peut mieux faire en tout cas. Alors je ne sais pas si les robots pourront nous donner une vision, puisqu'on a beaucoup parlé de robots tout à l'heure, mais ça peut être intéressant d'expérimenter s'ils peuvent nous faire la leçon. Je pense en tout cas que le rapport de l'homme à son évolution et à la nature du progrès sont à inventer. Et donc, finalement, est-ce qu'on n'est pas déjà en train de le faire aujourd'hui ? Et qu'est-ce qu'on veut faire de ces techniques ? Alors, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de la façon dont des armes peuvent être imprimées avec des imprimantes. Et je pense que l'homme est capable du pire comme du meilleur. Et donc, ça pose toujours, bien entendu, la question du besoin du retour à la philosophie, peut-être d'une certaine manière. Tant aujourd'hui on nous parle d'outils, et même le président Hollande, lorsqu'il parle de politique, dit « j'ai mis au point une boîte à outils ». Est-ce qu'on n'a pas besoin d'autre chose parfois pour avancer ? Donc, où voulons-nous aller ? Et donc une question que je me pose souvent dans mes ouvrages, au risque parfois pour certains de mes amis de passer pour une grande bisounours, à avoir un discours très enthousiaste et à dire « mais le monde change et il y a des alternatives et des solutions existent », je suis bien consciente que, la majorité des gens n'ont pas une vision de l'écologie aussi forte que la mienne, ne sont pas tous des makers, et on va sortir dans la rue et vous verrez que la majorité des gens n'ont jamais entendu parler d'impression 3D. Même si j'utilise les réseaux sociaux, je pense qu'il y a toujours un grand écart qui nous sépare aussi de ce qui se passe dans la rue bien souvent. Et c'est pour ça qu'il y a quelques mois, j'avais écrit un article sur Le Monde en disant l'impression 3D, c'est ce gadget qui change le monde. Et finalement, ce que je voyais sortir des impressions 3D, c'était des petites figurines de toutes les couleurs. Et j'avais l'impression qu'on utilisait un nouvel outil pour refaire un peu des babioles et que ça ne changeait pas grand-chose. Et donc, à l'époque, j'en ai parlé avec Sabine Blanc, qui est une journaliste qui suit beaucoup ces sujets, avec Mathilde Berchon aussi, qui est une Française qui habite à San Francisco et qui suit ce sujet de très près. Et en parlant avec elle, je me suis vraiment rendu compte de la façon dont aujourd'hui, on a ces makers, on a aussi les hackers qui se placent au cœur du système pour essayer de le pirater. Et je trouvais que c'était assez stimulant comme façon de voir les choses que de parler de l'éthique hacker et de dire aujourd'hui, finalement, si je devais me faire une opinion de tout ça, c'est voir comment on peut utiliser le meilleur de ces outils pour défendre une autre vision du monde. On a vu quelques projets qui le font déjà, mais je suis persuadée qu'il faudrait vraiment arriver à faire la jointure entre ce qui émerge aujourd'hui et les enjeux du siècle. Et pour moi, l'impression 3D ou les autres outils qui émergent actuellement doivent nous aider à réparer ce qui ne va plus dans notre civilisation. Alors, si je reprends cet exemple d'impression 3D, mais c'est un épiphénomène par rapport au reste, c'est
Voilà, est-ce qu'on ne peut pas, plutôt que d'utiliser de nouveaux plastiques, les utiliser pour recycler du plastique? Est-ce qu'on ne peut pas s'en servir pour améliorer la vie? Et c'est vrai qu'il y a déjà des tentatives qui ont été faites pour créer des prothèses pour des enfants, je crois, parce que ce n'était pas possible de les créer autrement, parce que c'était trop petit ou dans des matériaux qui n'étaient pas assez malléables. Est-ce qu'on ne peut pas s'en servir pour lutter contre l'obsolescence programmée? Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'obsolescence ici, et je pense qu'en outil de réappropriation, c'est quelque chose de très important. Mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, parce que lorsque j'étais au Conseil économique et social européen en mars dernier pour travailler sur ces sujets, il y avait un représentant de Samsung qui était là, pour ne pas les citer, et je leur ai dit, mais vous nous dites que vous ne pouvez pas garder toutes les pièces en stock au cas où les gens aient besoin de s'en servir pour réparer leurs objets. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous ne mettez pas les plans de ces pièces qui sont connues pour casser assez fréquemment à disposition sur le web, en open source, pour qu'on puisse récupérer les plans, aller dans des lieux où aujourd'hui, les Fab Labs, etc., on a des outils qui nous permettent d'imprimer ces pièces et nous auto-organiser. Ils m'ont regardé avec des yeux ronds, je crois qu'ils n'avaient pas du tout compris la question, et là aussi je me suis dit, bon, il y a encore du boulot à faire, et on a encore besoin de sensibiliser un petit peu tout ça. Mais quand on pousse vraiment loin la réflexion, que ce soit sur la consommation collaborative, l'économie du partage, les villes en transition, on se rend compte que là aussi les outils sont là, que l'écologie industrielle, l'économie de la fonctionnalité nous offre des options assez intéressantes. Et donc, au-delà des outils, c'est la façon dont la pensée en réseau aujourd'hui modifie la société. Et ça, c'est vraiment quelque chose de passionnant et d'enrichissant. J'ai pu travailler cet été justement sur la façon dont l'open source peut changer le monde. Alors pareil, on a eu beaucoup le libre et le durable, on a eu beaucoup d'exemples jusqu'à aujourd'hui. Parmi les projets qui ont vraiment attiré mon attention, ça peut être celui de César Arada. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais César, il a monté le projet Protéi au moment de la marée noire dans le golfe du Mexique, parce qu'il s'est dit qu'il faut qu'on trouve une solution pour nettoyer les océans. Et donc, il était passionné par les bateaux, et donc il a commencé à prototyper des bateaux pour aller nettoyer les mers et enlever la pollution liée à la marée noire. Et donc, il a tout de suite partagé son projet en ligne, il a monté une communauté, et aujourd'hui, il est en train de commencer à commercialiser des bateaux qu'il a pu concevoir de cette manière. Wikispeed, c'est pareil, cette voiture qui ne consomme que 2 litres au 100 km a été conçue de la même manière. Après un petit passage dans un garage, on a élargi la communauté en partageant plus largement, en ayant des contributions de chacun. Goteo, en Pays Basque espagnol, qui est une plateforme de crowdfunding aussi, qui défend ses valeurs écologiques, sociales, d'open source, et qui souhaite que tous les projets soutenus sur cette plateforme de crowdfunding, de financement participatif, puissent être répliqués par ailleurs et définit de nouveaux indicateurs également d'évaluation et d'impact des projets qu'ils vont faire soutenir. Et donc, ce qui est fascinant dans tout ça, c'est la créativité dont font part les porteurs d'initiatives qu'on peut croiser au quotidien. Et ce qui est intéressant justement dans tout ce que j'ai pu entendre jusqu'à maintenant, c'est face à cette urgence dans laquelle on est positionné aujourd'hui, tout le monde se dit finalement, quand je rends mon projet en accès libre, ça me permet d'aller plus vite, plus loin, et donc de trouver des solutions beaucoup plus rapidement. Et ça, je pense qu'il faut continuer à le faire savoir et à le promouvoir de manière plus large, et que les pouvoirs publics s'en emparent, comme le précisait Massimo juste avant. Et donc, parmi les mots qui me stimulent énormément, c'est ceux de design, bien entendu, du design et d'usage. Et je crois que parmi les métiers qui vont vraiment émerger, qui existent déjà depuis plus de 15 ans en Angleterre ou aux États-Unis, c'est ce métier de design de service, parce que l'économie va se faire de plus en plus servicielle, basée sur l'expérience. Et les entreprises à terme ne vendront plus un produit, mais une performance. C'est-à-dire qu'on devra vendre tout ce qui va avec le produit qu'on vendait jusqu'à maintenant. C'est l'intelligence collective, et pareil, vous verrez dans les entreprises ou dans les organisations de manière plus large, on n'aura plus des managers, mais des facilitateurs, comme je le disais tout à l'heure, ou des personnes qui vont en permanence amener de la discussion, de la conversation, et assurer vraiment une fluidité entre les rapports, entre le bas et le haut. On parlera aussi beaucoup d'architectures invisibles, et ça, je pense que ça sera aussi... on a parlé un petit peu de bonheur aujourd'hui, de joie de vivre au travail,
de zones de joie. Et donc, je pense que ces architectures invisibles que certains appellent les nudges dans l'économie comportementale à Chicago, c'est aussi quelque chose auquel il faut réfléchir aujourd'hui pour accompagner le changement de manière un peu plus insidieuse. La convivialité, bien sûr, et ça, on n'a pas forcément besoin du numérique, mais je crois qu'en contexte de crise, on a suffisamment vu les personnes avoir envie d'aller créer des jardins partagés, participer à une disco-soupe, on va récupérer des fruits et légumes au rebut, les éplucher en musique et partager ce repas ensemble. Et ce nombre d'initiatives sont en train de se multiplier. D'ailleurs, je conseillerais l'excellent livre de Bénédicte Magnier à ce sujet, 1 million de révolutions tranquilles. Voilà, donc une multiplication des lieux de socialisation. Et bien entendu, je pense aujourd'hui qu'il faut aussi sortir du dogme de la croissance. Je ne suis pas décroissante, je vous rassure, mais je pense que c'est une vision du monde qui nous enferme un petit peu dans la façon dont on peut, à un niveau plus politique, faire jouer notre créativité. La croissance est nécessaire, mais il y a aussi énormément de flux qui vont devoir décroître. Et ce n'est pas par ce petit bout de la lorgnette qu'on arrivera à résoudre les problèmes auxquels on fait face aujourd'hui. Donc il faut trouver de nouveaux indicateurs qui évaluent autrement les richesses auxquelles on fait face. Donc voilà, donc mon message serait plus de dire aujourd'hui toutes les solutions existent, elles sont à notre disposition, à nous de le faire savoir, à nous de nous en emparer, à nous de faire et de refaire pour tout réinventer, pour tout réapproprier, pour tout se réapproprier. Et je pense qu'en effet qu'on doit utiliser ces outils pour soigner notre planète, pour soigner aussi notre humanité et pour faire travailler notre résilience. Merci à tous.